m'entendez bien? Alors, cette table ronde vous donne l'occasion de faire connaissance avec les deux personnes qui sont à mes côtés. Alors, tout d'abord, Pierrette Estingois, qui fera la première communication, qui va nous parler d'estime de soi, des vulnérabilités psychiques chez les étudiants, état des lieux et perspectives, qui est médecin psychiatre à l'université Lyon 1, qui travaille la médecine préventive, et qui est également praticien hospitalier, peut-être devrais-je dire praticienne hospitalier à Ovinati. Voilà, je passe tout de suite la parole. Peut-être si je vais peut-être juste présenter monsieur aussi, le professeur Michel Debout, qui est professeur de médecine légale au CHU de Saint-Étienne et qui est fondateur de l'Union nationale de prévention du suicide. Et nous parlera de tout cela tout à l'heure aussi. Bien, merci Madame Estingois, à vous. Oui, eh bien, bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici, de vous présenter un petit peu notre point de vue en tant que psychiatre pour moi, et puis de notre équipe de la médecine préventive universitaire, dont certains membres sont ici avec moi, les psychologues. Donc, je remercie l'association Aptitude et je la félicite pour ce gros travail qui a été fait pour préparer cette journée, auquel il tenait depuis longtemps et qui a pu se faire vraiment conjointement avec de très nombreux partenaires, ce qui était vraiment très important de réunir ici tout ce monde pour travailler sur le cœur du problème de façon positive. Moi, c'est vraiment le message que j'ai retenu de l'intention de cette journée, c'est-à-dire qu'on a tendance à effectivement toujours s'enfoncer dans des représentations des véhicules négatifs. Il y en a, il faut qu'on les aborde, on ne peut pas faire comme s'ils n'existaient pas. J'ai retenu ça à l'intervention de ce matin. Mais quoi qu'il en soit, je vais essayer de finir aussi sur des notes positives, c'est-à-dire qu'est-ce qui est en notre pouvoir, qu'est-ce qu'on peut corriger, qu'est-ce que nous on a repéré sur le terrain qui étaient des pistes qui pouvaient promouvoir un petit peu cette confiance et cette réussite chez les jeunes adultes, notamment étudiants. Donc, je suis le médecin psychiatre de la médecine préventive de Lyon 1. Lyon 1, ça représente 35 000 étudiants, sciences et santé. Nous sommes un petit peu en lien également avec les médecines préventives universitaires de Lyon 2, Lyon 3. Ce sont des instances qui parfois sont pas forcément très bien repérées, très bien vues dans leur mission par rapport au monde des étudiants. Et notre première responsabilité à nous, c'est de travailler sur le fait de changer un petit peu les représentations, ou en tout cas les croyances, ou de ce qui concerne nos missions dans les médecines préventives, en ce qui concerne le bien-être en général, la confiance en soi et la promotion de la personne humaine au-delà de sa réussite universitaire. Je dirais que c'est surtout la réussite personnelle qui va nous intéresser, et on va essayer de travailler ça à la fois individuellement et groupalement dans nos institutions. Pour ce faire, moi ça fait presque 6 ans que je suis, ça s'appelle Service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé. C'est comme ça, c'est quelque chose de très officiel, qui a été défini par des décrets ministériels, avec des missions qui sont tout à fait repérables. Je vais vous épargner les textes réels. Et donc ça fait presque 6 ans que je travaille dans ce service. Et puis, lorsque je suis arrivée, était déjà lancée une étude déclarative sur ce que ressentaient, sur ce que pouvaient déclarer les étudiants en termes de vulnérabilité psychique. Donc, une enquête en ligne qui avait été lancée autour de 2 grands items, les aspects un peu dépressifs, mais aussi les aspects plus liés à la santé mentale de type psychotique, donc une échelle qui cherchait à voir lesquels étaient un peu débordés par leurs émotions au point de perdre le contact avec la réalité et de risquer des troubles psychiatriques un peu plus graves. Donc cette première enquête, nous l'avons relancée parce qu'elle ne convenait pas au niveau du design, on va dire, et qu'elle était un peu trop psychopathologique, et nous l'avons relancée 2 ans plus tard en introduisant les items d'estime de soi, des items aussi liés à la concentration, au sentiment de performance, des items liés aussi au fait d'avoir été suivi ou non par des psychologues, ou en tout cas de prendre des médicaments, de prendre quelque chose.
Donc nous avons relancé cette étude déclarative en ligne et nous avons eu un taux de réponse qui nous satisfaisait pas mal parce que c'est vrai que c'est pas très sexy, on dit ça comme ça, de répondre à des enquêtes en santé mentale. Et puis on a eu 8% de réponses quand même sur l'intégralité de Lyon 1, ce qui nous mène presque à 2000 réponses qui sont représentatifs vraiment assez joliment, je dirais, de la population de Lyon 1, avec deux petits biais malgré tout qui peuvent se comprendre du fait d'interpeller sur la santé mentale. Plus de réponses féminines, 2 fois plus de jeunes filles qui ont répondu que de garçons, ce qui peut laisser entendre, je vais mettre une mauvaise langue pour les garçons plusieurs fois, donc qui peut laisser entendre que les filles se sentent plus concernées, peut-être. Et puis, alors qu'il y a à peu près une équivalence, garçon-fille à l'université Lyon 1, donc 2 fois plus de réponses féminines, et puis un peu plus, pas beaucoup plus, tandis qu'on a 20% d'étudiants boursiers à Lyon 1, il y avait dans notre étude 30% de répondeurs boursiers. Ça veut dire que les personnes en situation de précarité peut-être se sentent plus concernées par les questions de santé mentale et de bien-être. C'est un petit peu ce qu'on peut supposer en tout cas. Donc c'est une enquête déclarative et donc qui ne reflète pas la réalité clinique. On ne va pas faire de diagnostic à partir de ce type d'enquête, mais c'est bien une réalité subjective du vécu et de ce que pensent eux-mêmes les jeunes concernant certains items en lien avec leur bien-être et leur santé psychique. Alors, dans les enquêtes, moi je vais un tout petit peu plus peut-être me pencher sur les résultats qui concernent certains items liés à la dépression et certains items liés à l'estime de soi. Alors concernant, au niveau des grands chiffres, concernant les scores en termes de risque de dépression sévère, ça rejoint toutes les grandes enquêtes, OVE, comme on a parlé ce matin. Voilà, il y aurait d'ailleurs une augmentation significative en 2 ans, de 2009-2011, il y a une augmentation significative, donc de 6,2 au départ jusqu'à maintenant 7,5 de risque de dépression sévère chez les étudiants qui ont répondu à l'enquête. Donc c'est quand même un chiffre très important et ça rejoint toutes les enquêtes épidémiologiques nationales sur les étudiants. Nous avons également dans les troubles, en référence à des troubles d'attention qui pourraient être sévères et qui pourraient avoir un impact important sur la réussite universitaire, un taux de 50% de personnes qui signalent des troubles de concentration et d'attention, et on tombe quand même à 2,5 qui correspond à ce qu'on attend en épidémiologie, de ceux qui pourraient avoir un trouble vraiment grave d'attention non repéré, d'ailleurs en référence au professeur Revol, qui travaille beaucoup sur les troubles déficitaires d'attention, très très sous-estimés et qui sont des très grands facteurs de perte de confiance et vraiment de trouble vraiment de ce sentiment d'efficacité personnelle quand on a un trouble instrumental pour simplement réaliser, et c'est un trouble véridique, je veux dire, ce n'est pas une simple représentation de soi, c'est quelque chose de réel qui pourtant devrait permettre une promotion au niveau des études parce que ce sont des gens beaucoup plus créatifs, qui ont un niveau de compréhension verbale souvent supérieur à la norme et du coup qui sont vraiment des valeurs ajoutées au niveau humain et au niveau sociétal, voilà, et qui réussissent bien mieux à la fin des études supérieures qu'au début. Donc on a 2,5% qui répondent à tous ces critères-là, ce qui est à peu près attendu, et qui ne sont pas repérés parce que nous on ne les voit pas à la médecine préventive. Et enfin, concernant plus l'estime de soi, on a quand même plus d'un étudiant sur 2, 55 en moyenne, qui a une estime de soi faible à très faible, sachant que nous sommes en santé et sciences, c'est-à-dire des registres d'études porteurs plutôt d'espoir d'avenir, parce que c'est plus promoteur de quelque chose que les études en tout cas vont aboutir dans notre société très difficile, porteur de messages négatifs. C'est-à-dire que serait cette étude si on était en sciences humaines qui véhiculent des images un peu plus négatives sur l'avenir. Donc c'est quand même inquiétant quand on regarde ça. Et puis en très faible, donc c'est une personne sur 5, en très faible estime de soi, donc 20% de répondeurs. Donc c'est quand même beaucoup.
Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un de négatif, ceux qui me connaissent le savent. J'essaye toujours de trouver ce qu'il y a de positif, sans vouloir absolument voir que le positif, hein, on est bien d'accord. Et puis, du coup, on se penche un peu plus sur le détail de ces résultats, et puis aussi sur notre pratique au quotidien pour voir ce qu'il y a de très positif. Alors, il est vrai qu'il y a une petite différence entre les réponses garçons-filles, sachant que les filles ont souvent une estime de soi plus faible, voire même un peu plus très faible que les garçons. En revanche, on voit que dans les risques dépressifs très sévères, de même que dans les idéations suicidaires, les garçons peuvent être beaucoup plus touchés que les filles. Hein, je veux dire, au niveau idéation suicidaire, on est quand même à 12,8% chez les garçons contre 7,7% chez les filles. Cela signifie que peut-être la question du remaniement psychique, le fait de manquer de confiance en soi, on en a parlé ce matin, n'est pas forcément corrélé à un risque psychopathologique sévère, et c'est peut-être la chance aussi de s'en sortir. C'est-à-dire qu'on dit souvent en psychologie que le fait d'être capable de se mettre en position dépressive, c'est aussi d'être capable de se mettre en position de créativité, de changement et de traverser des crises pour aller plus loin. C'est-à-dire que le message qu'on peut donner de tout ça, que c'est pas parce qu'ils se posent des questions et qu'ils ne se sentent pas très confiants, parce que moi je comprends qu'ils ne se sentent pas très confiants quand on a des véhicules médiatiques qui sont assez effrayants, eh bien ce n'est pas forcément qu'ils vont mal ou qu'ils iront mal ou qu'ils n'ont pas le pouvoir de changer les choses. Hein. Donc ça, je pense qu'on rejoint bien les termes de la conférence de ce matin. Ensuite, question intérêt pour les autres. En ce qui concerne l'isolement social, on a vu l'importance non seulement de ce qu'on peut internaliser, ce qu'on peut vivre de l'intérieur quand on se sent en mésestime de soi, quand on a un amour de soi qui peut être un peu touché, altéré par les aléas de l'existence et par les messages extérieurs qui pourraient être négatifs. Eh bien, donc cet intérêt pour les autres est quand même assez important, puisqu'il n'y a que globalement 5... Alors là encore, petite différence entre les garçons et les filles, très significative quand même, puisque c'est 3 fois plus. 3 fois plus de garçons, mais seulement 5%, hein, restons positifs, de garçons qui ont perdu tout intérêt pour les autres, et chez les filles, 1,5. Donc ça veut dire qu'on est dans les critères, au niveau des items, dans l'échelle de Beck, quand on regarde juste cet item, on est quand même beaucoup plus faible que les autres, que la tristesse, le coup de découragement, etc. L'intérêt pour les autres est maintenu globalement, hein, sauf pour des gens peut-être très souffrants, et puis du coup c'est peut-être à favoriser. Enfin, moi je trouve que ça c'est quelque chose d'extrêmement positif, ce qui veut dire que les actions des étudiants comme Agorae ce matin, c'est certainement des vraies réponses, hein, puisqu'on a toujours ce lien social qui cherche à être maintenu, même pour les personnes les plus en difficulté, même pour ceux qui signifient leur souffrance psychique individuelle. Ensuite, au niveau de l'estime de soi, encore quelque chose qu'on peut vraiment penser de façon beaucoup plus positive, dans la mesure où quand on analyse critère après critère, on s'aperçoit que ce qui vient de l'amour de soi ou de la vision de soi, c'est-à-dire vraiment le socle narcissisme de la personne, c'est-à-dire comment elle est elle-même vis-à-vis d'elle-même, ce n'est pas si abaissé que ça, puisque ces critères-là, ne pas se sentir capable d'eux, ou avoir une valeur moindre que les autres, on a vu que c'était important, hein, de pouvoir se comparer aux autres, ou se sentir être un raté, c'est-à-dire ne plus avoir d'espoir, d'avenir pour soi-même, etc. Ou avoir des qualités moindres que les autres, tout cela ne dépasse pas les 14% déclaratifs, c'est-à-dire que ce n'est pas si important que ça, hein, ce qui est internalisé, ce n'est pas si important que ça, et donc c'est une vraie piste, puisque la confiance en soi pourrait être améliorée par quelque chose avec des objectifs, avec des valeurs d'encouragement qui pourraient être internalisées, c'est-à-dire se faire plaisir dans les études, être heureux simplement d'enrichir son patrimoine culturel, de se sentir en lien avec les autres, tout ça, c'est très facile à réaliser à l'université et c'est très peu porteur d'échecs et en revanche de grands échecs aux examens, mais de réussite de toute manière au plan personnel. Donc je pense que du coup le socle est là, il est présent et je veux dire il est quand même riche sur lequel on peut s'appuyer sur les compétences de nos étudiants. Et en revanche,
ils disent bien, et là on dépasse systématiquement les 30-35% jusqu'à atteindre les 50%, qu'ils manquent d'attitude positive, qu'ils se disent je manque d'attitude positive. Voilà. Et donc effectivement ils manquent d'attitude positive parce qu'ils ont du mal à se projeter dans la réalité de façon externalisée, dans ce monde qu'on leur propose. Donc ils n'arrivent pas à se trouver une attitude positive. Ou de fierté, parce qu'ils ne sont pas sûrs que ce qu'ils font c'est vraiment bien. Est-ce que peut-être qu'on leur renvoie des messages trop négatifs qu'ils ne se sentent pas assez fiers? Moi j'essaye de leur différencier systématiquement. Là. On a parlé d'humilité, c'est très bien d'être humble, mais moi j'essaye d'encourager au contraire les jeunes que je rencontre, j'encourage la valeur de la fierté. Parce qu'il ne faut pas confondre l'orgueil qui serait se mettre la pression trop haut, c'est-à-dire se mettre un idéal inatteignable ou des objectifs complètement farfelus, imposés peut-être de l'extérieur, à l'orgueil démesuré qui est simplement le reflet d'une faille d'estime de soi, de narcissisme, c'est-à-dire que si on se met des valeurs trop... Voilà, on a besoin absolument d'atteindre tel objectif pour imaginer qu'on a une certaine valeur. Ça, c'est de l'orgueil, et du coup, l'orgueil est porteur vraiment de souffrance psychique, et d'ailleurs, c'est déjà le signe de souffrance psychique si on se met une barre un petit peu trop haut et qu'on est obligé, par posture, d'adopter la question de l'orgueil. La fierté, c'est différent. La fierté, c'est d'être heureux, tout simplement, de quelque chose de simple qu'on a réussi. Et d'être fier des choses qu'on réalise au quotidien, ou même de façon exceptionnelle, pourquoi pas d'être fier et d'oser le dire, être fier. Et ça, c'est quelque chose, une valeur qui aujourd'hui, ça serait mieux d'être humble, je ne sais pas pourquoi. Voilà, l'humilité, c'est quelquefois le pendant de l'orgueil, c'est-à-dire la fausse humilité qui vise à dire non, je ne sais pas si je suis vraiment quelqu'un de très bien, etc. Voilà, je trouve que ces messages-là de comment on doit se conduire, etc., ne sont pas forcément aidants pour la confiance en soi et pour la juste fierté que doivent avoir les jeunes en eux-mêmes, vis-à-vis des autres, vis-à-vis des adultes. Voilà. Donc, cette fierté, ensuite, ils ne sont pas très satisfaits d'eux-mêmes, peut-être qu'ils ne seraient bons à rien, c'est donc toujours vis-à-vis des autres, donc inutile, sentiment d'inutilité à 45%, et au final, un manque de respect pour soi. Hein, je veux dire, se demander si vraiment ils valent le respect, et le respect, c'est bien le sentiment de dignité, toujours vis-à-vis d'autrui, etc. Donc autant ils sont toujours très intéressés par les autres, autant c'est dans l'image qu'il pourrait, l'utilité ou le rôle qu'ils pourraient jouer de façon sociétale, c'est là où ils sont mis très en difficulté. Et c'est pour ça que moi j'ai l'impression que c'est vrai que notre véhicule général, nous en tant qu'adultes, on est responsable de quelque chose, pas individuellement, hein, mais collectivement, de cette espèce de marasme dans lequel on est sans arrêt plongé, alors qu'on est quand même dans une société, moi je trouve, avec énormément de choses voilà, géniales. Enfin, je veux dire, si on se compare à 5000 ans d'histoire de l'humanité, on vit quand même des choses exceptionnellement positives. Comment? La preuve. Et donc, voilà, donc d'essayer de simplement être là tout de suite et maintenant, dans simplement l'exercice de son bonheur au quotidien, c'est quelque chose qui se perd vraiment et qui serait cucuche ou luluche ou je ne sais quoi, et que ça serait pas bien ou qu'il faudrait pas le dire. Voilà, donc moi je suis pas du tout dans cette perspective, et du coup on s'est interrogé, on s'est dit bon bah, mais à culpa, c'est de notre faute, tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire nous? Du coup, avec notre équipe, nous avons imaginé faire des enquêtes. La première enquête d'ailleurs, Aptitude a participé à cette enquête. Donc sur pourquoi ils ne viennent pas nous voir. Pourquoi? Alors c'est vrai que c'est pas chouette d'être un psy, tout ça machin, ça véhicule des tas d'autres trucs, on va pas revenir là-dessus. C'est quoi un psychiatre, tout ça, un psychologue, pourquoi on ne vient pas nous voir? Est-ce que ça voudrait dire qu'on est toujours fou? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est vrai que nous avons fait une enquête en allant au contact direct des étudiants. On a envoyé du coup d'autres étudiants, parce qu'on s'est bien dit que d'avoir des vieux qui viennent au contact et leur demander c'est quoi un psy, vous savez je suis psychiatre, allez-y, répondez bien. Mais ça, c'est très compliqué. Du coup, on a envoyé d'autres étudiants, des étudiants infirmiers et des étudiants en psychologie, au contact des étudiants sur le campus pour leur demander c'est quoi un psy, ça sert à quoi. Et donc on a eu des réponses évidemment pas toujours flatteuses, hein, le barbu qui fume des joints, qui sert à rien, tout ça, et ça, hein, qui ne parle pas, donc on a eu des choses pas très flatteuses, mais globalement il y a eu quand même un accueil très positif à ce type d'enquête, avec chez les garçons une attente utilitaire.
problème, action, solution, en gros. Quand on fait alors que chez les filles, c'est beaucoup plus une écoute, une aide, etc., sans forcément avoir la solution radicale, etc. Donc on était heureux d'apprendre que les garçons et les filles n'étaient pas les mêmes, c'est intéressant. Et puis, du coup, on s'est dit, bon, il y a quand même cette image, on s'y attendait un petit peu. On leur a donné, bien sûr, c'était une recherche-action, on leur a donné du coup un petit peu d'explication, la différence entre un psychologue et un psychiatre, pourquoi. Et ils ont beaucoup aimé le fait qu'on vienne à la rencontre, et ils sont extrêmement friands d'informations, de développement, ils ont très envie de savoir. Ce sont cette génération Y, ils sont ouverts à tout, alors ils aiment bien effectivement, peut-être qu'on leur sert un peu sur un plateau, qu'on vienne un peu à leur rencontre, ils adorent qu'on leur donne des petits papiers, des machins, mais ils adorent ça, enfin, je trouve que c'est chouette. Et ça, il faut qu'on s'en saisisse, il faut qu'on ait conscience que si on va réellement vers eux et qu'on leur... Eh bien, ils sont ouverts. Donc, ça nous appartient aussi de créer un petit peu cet espace, et de créer cet espace avec des étudiants, parce qu'ils sont les mieux placés pour en parler, plus que peut-être les professionnels. Donc, de décloisonner ce monde de professionnels didactiques en face d'étudiants qui devraient simplement recevoir la bonne nouvelle ou la mauvaise, voilà, de façon passive. Donc, deuxième enquête, qu'est-ce que c'est qu'une psychothérapie? Parce qu'ils ne savaient pas du tout. Et à quoi ça sert? Eh bien, en fait, ils ne savent pas, il y a plus de 50%, même pas cité les psychothérapies, ils ne savent pas à quoi ça sert. Les représentations de psychothérapie, c'est souvent lié quand même à la psychanalyse. Alors, TCC, c'est vraiment beaucoup moindre, et puis alors le reste, c'est vraiment un peu n'importe quoi. Donc, il n'y a pas de représentation, toujours ce côté très friand de savoir qu'est-ce que c'est qu'une psychothérapie, à quoi ça sert. Ils étaient très très heureux d'apprendre à quoi ça pouvait servir. Et très heureux de savoir aussi que ça ne servait pas forcément, qu'une approche psychothérapeutique, c'est pas forcément s'engager pendant 5 ans pour se triturer autour du nombril des trucs qui servent à rien, parce qu'ils pensent que ça sert à rien, en gros. Et puis très heureux d'apprendre aussi qu'un psychothérapeute ou qu'une psychothérapie, c'est pas forcément le fait d'être attentiste, silencieux, au fond d'un fauteuil, à ne pas parler, à ne pas intervenir. Les jeunes sont friands de personnes mobiles, chaleureuses, qui leur parlent, qui sont interactives. C'est-à-dire que nos vieux modèles, etc., d'accueil, on le sait depuis longtemps que les adolescents, il faut être interactif dans l'accueil, à chaque fois ils nous disent, vous savez que dans notre enquête, la première, 20% des jeunes ont déjà rencontré un psychologue, et pourtant, notamment parmi eux, parce qu'on leur demandait, ils ne veulent pas y retourner parce qu'ils ne se sont pas sentis réellement entendus et écoutés, parce qu'ils ont eu l'impression d'être face à un mur et de ne pas avoir de réponse. Ils ont besoin, c'est vrai qu'ils sont dans l'immédiateté, mais nous on doit en tenir compte, on n'y peut rien, c'est le monde qui a changé. Les gens patients et passifs face à la figure du soignant, ce n'est plus ça le monde d'aujourd'hui, et on doit s'interroger, nous, sur notre posture professionnelle et sur la façon de peut-être changer un petit peu cette approche et le message qu'on transmet aux jeunes. Donc ça, c'est vraiment des choses que nous aussi. Voilà. Donc je termine là-dessus. Ce que je voulais dire, donc importance par rapport au père aidant, par rapport au message vers les autres, de revenir sur la question de l'avenir et du fait qu'aujourd'hui on vit quand même dans une société avec énormément de possibles, que ça ne passe pas forcément par une réussite à l'examen là, ici, tout de suite et maintenant, que la construction personnelle, ça se fait quelquefois de façon transverse et c'est beaucoup plus intéressant, comme on l'a dit ce matin. Les personnes qui sont les plus riches professionnellement sont ceux qui ont pris les voies de traverse, et puis donc de changer les représentations des uns et des autres, du monde du professionnel, et puis les représentations du futur. Peut-être que c'est à nous aussi de développer des messages sympas et de montrer que dans la vie, je veux dire, du moment qu'on est heureux simplement d'exister, d'être là, c'est déjà pas mal. Bien, merci. Merci pour ton message optimiste, mais pas seulement optimiste, je crois qu'il en faut. C'est vrai que de pointer les difficultés, ça ne suffit pas, donc il faut aussi proposer des choses. Mais ce que je retiens notamment de votre intervention, c'est le fait qu'il y a nécessité de donner des informations, d'aller vers effectivement les étudiants, d'expliquer, et notamment pour une mission comme celle que vous occupez, la médecine préventive. Je peux témoigner
je ne participe pas à la mission de la médecine préventive de mon université, mais à travers mon enquête et à travers des activités d'anciennes vice-présidentes, notamment chargées de la vie étudiante à un moment donné, j'ai pu me rendre compte que effectivement les étudiants ne savaient pas forcément se saisir des outils qui étaient à leur disposition, mais ce n'est certainement pas de leur faute. Je pense qu'on n'est pas toujours suffisamment présent pour aller vers eux, pour faire une médiation, pour qu'ils puissent s'en saisir. Sinon, effectivement, la valorisation de la réussite, je crois que je voulais aussi souligner ça, c'est extrêmement important. Alors, je faisais, en vous écoutant, un petit lien aussi, ça c'est ma casquette d'enseignante, cette fois-ci, je me disais, mais c'est vrai que la façon aussi dont on peut être, y compris tout à l'heure, l'étudiant disait, mais bon, souvent, ce sont des cours en amphi, effectivement, c'est le dispositif français, assez fréquent, mais on peut introduire de l'interactivité, y compris dans les amphis, c'est-à-dire qu'on s'arrête, quand on est enseignant et qu'on s'arrête à certains moments en disant mais qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord, inciter des réactions, des réponses, ça permet aussi d'engager le dialogue et ça permet aussi parfois que certains étudiants viennent éventuellement à la fin s'ils ne se sont pas exprimés avant. Enfin bon. Mais c'est aussi dans la façon aussi de reprendre aussi les questions qui sont posées par les étudiants. Dire à un étudiant oh, vous n'avez rien compris, vous n'avez pas écouté, enfin pas tout à fait comme ça, mais laisser entendre cet aspect-là, c'est pas tout à fait constructif. Indiquer par exemple que ce que personne ne fait, évidemment, dans les enseignants. En revanche, tout le monde fait plutôt une intervention de type, enfin, je l'espère. Votre question me permet de préciser, je n'ai peut-être pas été suffisamment compris. Bon, je plaisante un petit peu, mais c'est quand même quelque chose que l'on rencontre. Je pense que les enseignants ici peuvent se retrouver dans cette idée-là. Je me rappelle même en tant qu'ancienne étudiante, il y a déjà fort longtemps, d'avoir eu un enseignant qui était extrêmement cassant, qui chaque fois que quelqu'un posait une question, vous avez rien compris, vous n'avez pas écouté, etc. Au bout d'un moment, plus personne ne posait de questions, mais au bout d'un moment, l'amphi s'est vidé aussi, c'était un peu dommage, alors que le contenu de son enseignement était intéressant par ailleurs, mais sa pédagogie était nulle. Mais c'est vrai qu'on n'apprend pas, c'est aberrant, mais c'est comme ça. Nous, universitaires, on n'apprend pas à faire de l'enseignement, on apprend sur le tas, on se débrouille avec ce qu'on veut. Mais bon, voilà, merci en tout cas pour votre présentation. Puis je passe peut-être vite la parole à la salle, parce que j'aurai plein de choses à dire. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? Oui? Par rapport à cette question des étudiants sur la psychothérapie, qu'est-ce que c'est, etc., est-ce que vous avez prévu une information un petit peu plus large? Alors, nous avons du coup fait un petit livret pour expliquer un petit peu tout ce qu'étaient les psychothérapies, etc. Et puis, nous avons prévu du coup de créer dans le site de la médecine préventive, donc on a un petit site dédié, et donc nous avons prévu de mettre un petit peu tous les petits fascicules que nous avions déjà créés, parce que nous faisons des tas de stands, etc., pour donner des informations, et de mettre notamment ce type de fascicule avec un lien facile d'accès pour donner un petit peu cette mission. Voilà, quelles sont les différentes formes de psychothérapie et à quoi ils peuvent s'attendre, en pensant que c'est pas forcément que du pathos, hein, et que notamment dans notre mission de médecine préventive, on a proposé, là on propose, c'est Dominique Labouret qui est infirmière à la médecine préventive, et qui propose des ateliers gestion du stress, donc préparation des examens et en groupe. Donc, et ça fait partie des choses qu'on a mis en place à partir de là, pour qu'ils comprennent bien que c'est beaucoup plus large que ça, hein, ce qu'on peut intervenir au niveau de ce qu'on appelle les psychothérapies en général, et que c'est pas seulement soigner du pathos grave. Oui. Donc on a prévu de faire ça comme ça, pour l'instant. Merci. D'autres questions ou remarques? Je vous remercie encore une fois. On va peut-être donc passer la parole au professeur Debout. Merci. Merci aux organisateurs, notamment d'Aptitude et de la Massif, de m'avoir convié à cette matinée et à cette journée. Mais venant de Saint-Étienne, je veux dire que j'ai fait des efforts. Et je repartirai en début d'après-midi pour être sûr d'arriver avant minuit à destination. Vous dire donc
le plaisir que j'ai à me trouver ici, et je vais peut-être aborder au passage la question de ce qui change et de ce qui est permanent. Parce que là, entendu des propos, là, on est dans un monde nouveau, certes, tous les mondes sont nouveaux par rapport à ceux d'avant. Le problème n'est pas de savoir si c'est nouveau, c'est de savoir en quoi c'est nouveau. Mais qu'est-ce qui change? Ou qu'est-ce qui est depuis toujours? Si quelque chose est là depuis toujours. Et c'est important parce que ça va avoir des effets sur la façon dont les gens vont réagir, les personnes vont réagir. Donc je vais essayer au passage de situer ce qui change et ce qui reste. Alors, vous dire, j'ai un plaisir de me trouver dans cet amphithéâtre parce que je m'y trouvais déjà il y a 60 ans. Je veux dire, c'est pas très satisfaisant pour moi-même, mais enfin voilà. Il n'avait pas. J'étais juste en face. Mais de ce point de vue-là, ça n'a pas beaucoup changé. Sauf que peut-être on était un peu plus bruyant. Enfin, avec certains profs, mais je pense que ça l'est encore. Vous dire aussi que j'ai été président de l'Association générale des étudiants de Lyon pendant quelques années. Et c'était une époque où les étudiants n'étaient pas majeurs, où le plus grand nombre d'étudiants étaient encore des mineurs. La majorité, je vous le rappelle, enfin, pour certains d'entre vous, c'est de l'histoire. Mais pour moi, c'est mon histoire. La majorité était à 21 ans. Et ce qui fait que plus de la moitié des étudiants étaient considérés comme des mineurs. Et ça change les rapports avec les autres et avec les adultes, y compris avec les enseignants. Et par rapport au champ universitaire, alors là, j'étais très heureux d'entendre le représentant étudiant, je ne le vois plus, de l'entendre dire ce qu'il a dit. En se présentant, je suis délégué étudiant à l'université, etc. Mais à mon époque, il n'y avait aucun délégué étudiant. Les étudiants étaient passifs, subissaient l'enseignement. Ils n'avaient pas le droit à la parole. D'ailleurs, même il y avait des enseignants qui eux-mêmes n'avaient pas le droit à la parole. Il fallait que professeurs, et encore, professeurs, comme on disait à l'époque, en chair, pour pouvoir décider de l'enseignement, de l'avenir des facultés. On parlait de facultés à l'époque, l'université, etc. Mais là, pour le coup, on a changé de monde. Et d'ailleurs, là, ce qui a un peu amené ce changement, ce bouleversement, ça a été le mouvement de mai 68, voilà, qui doit vous paraître aussi, pour vous, très, très historique, quoi. Moi, ça a été toute ma jeunesse étudiante, ce changement qui a été quand même tout à fait majeur. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, à partir de là, l'étudiant a changé de statut. Ce n'est plus un mineur passif, c'est devenu un majeur actif. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est plus facile. Plus facile. Mais voilà la réalité. Et donc, pour le coup, ça, c'est positif. Je considère que c'est même très positif. Mais vous voyez que ça change un peu la donne. Enfin, la troisième raison qui fait peut-être qu'on m'a invité ici, au-delà de certaines proximités que j'ai pu avoir avec la Massif dans certaines actions communes qu'on a menées, c'est que pendant 15 ans, j'ai été le médecin du centre de santé des étudiants de Lyon. Parce que, à l'époque, il y avait un centre de santé des étudiants à Lyon, où l'on soignait les étudiants. On accueillait et on soignait les étudiants. Et ce centre de santé des étudiants, qui était géré par un organisme qui a disparu depuis, mais qui a laissé un certain souvenir, surtout à la fin, qui s'appelait la MNEF, Mutuelle Nationale des Étudiants de France, qui est devenue, je crois, la Mutuelle des étudiants, je ne sais plus exactement. Enfin, il y a plusieurs organismes maintenant. Cette MNEF qui gérait ce centre de santé des étudiants a fermé
le centre, je crois, dans les années 80-90, 1980-1990. Et le problème, c'est que le centre a fermé, mais il n'a pas été remplacé. Et j'y reviendrai en fin de propos. Mais comme j'ai été médecin donc, pendant 15 ans dans ce centre de santé, et à une époque où la vie étudiante était par beaucoup de côtés différente de celle d'aujourd'hui, l'un des problèmes que rencontraient les étudiants à ce moment-là, c'était celui de leur vie sexuelle, de leur sexualité. Et pourquoi c'était un problème à cette époque? Parce que la contraception était encore illégale, ainsi évidemment que l'avortement, on n'appelait pas encore interruption volontaire de grossesse. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, dans cette période-là de la vie, de ne pas disposer de contraception et de ne pas pouvoir avoir recours à une interruption volontaire de grossesse et réalisée par un médecin, c'était un des problèmes de santé, je dis bien de santé, majeurs des populations étudiantes. Et c'est la raison qui a fait que l'on a transformé, pour partie, le centre de santé des étudiants, à l'époque, en centre dit d'orthogénie. Alors, je ne sais pas si ce mot a encore cours dans votre langage d'aujourd'hui, mais ça voulait dire que c'était un centre où on pouvait prescrire, alors qu'encore une fois, c'était presque interdit, les contraceptifs, et surtout où on pouvait réaliser les interruptions de grossesse alors que la loi l'interdisait. Donc vous voyez que ce centre de santé n'a pas simplement été là pour répondre à des questions classiques de médecine ou de soins, il essayait aussi d'être au diapason avec les préoccupations de la vie étudiante de l'époque. Et si je dis cela, c'est parce que je pense que dans un monde mouvant, comme nécessairement celui de la jeunesse ou celui des étudiants, il faut que les réponses de santé, et c'est ce que vous avez dit d'une certaine façon, s'adaptent à la demande de la population et comprennent aussi un regard critique sur nos propres pratiques, ce qui ne veut pas dire qu'a priori elles seraient inefficaces, mauvaises, voire rejetées. Il faut là, c'était l'image de tout à l'heure, une diapo de tout à l'heure, trouver un équilibre. Et un équilibre, si possible, dynamique. Alors, je vais revenir à ce que c'est que finalement ce moment d'être étudiant, d'être jeune, d'être étudiant, et l'interrogation sur qu'est-ce qui se passe en soi, en nous, puisque je l'ai été, donc je peux m'en souvenir aussi, même si ça s'éloigne. On dit, ah, mais aujourd'hui c'est plus difficile qu'avant, c'est quoi, ou plus facile. Ouais, je me souviens, mais peut-être l'avez-vous lu, d'une citation célèbre d'un ouvrage, qui d'ailleurs, citation qui ouvrait l'ouvrage de Paul Nizan, qui était la suivante, ça date de 1935, oui, c'était même avant moi, oui, si c'est mieux, qui disait « J'avais 20 ans, je ne permettrais à personne de dire que c'était le plus bel âge de la vie. » Le plus bel âge de la vie. Et ce n'était pas un vieux qui disait ça, puisque lui, et malheureusement, il est mort à 35 ans. Vous voyez, l'idée que la jeunesse serait le bel âge, l'âge de tous les possibles, comme il a été rappelé tout à l'heure, et en même temps, un âge difficile. Je crois que c'est bien ça, être jeune. C'est à la fois un âge qui ouvre sur l'avenir, mais en même temps, qui, par certaines contraintes, par certaines réalités, est un âge difficile à vivre. Comme d'autres âges, d'ailleurs. À ce sens-là, il n'a pas de spécificité, mais il y a à la fois promesses et difficultés. Et là encore, il s'agit de trouver l'équilibre entre les deux. Cet équilibre entre ce qu'on appelle un peu dans un jargon psychologisant un moi idéal, c'est-à-dire la réalisation de soi tel qu'on peut se projeter dans l'avenir, et puis le moi réel, la confrontation au réel.
Et je crois que c'est ça qui caractérise le plus le moment ce moment-là de la vie, soit jeune ou étudiant, c'est que peut-être plus que pendant l'enfance, on est vraiment confronté au passage entre un monde idéal ou idéalisé et un monde réel. Entre un moi idéal ou idéalisé et un moi réel qui va se coltiner avec la dureté de la vie. Et en ce sens-là, on retrouve aussi tous les messages que vous avez rappelés, un peu de pessimisme, qui ont l'air d'avoir cours aujourd'hui sur les difficultés économiques, sociales, etc. Je parlais de Nizan, il a écrit ça en 1935, mais 4 ans après, c'était la guerre. 4 ans après, c'était la guerre. Et quand on dépeint la période que l'on vit aujourd'hui comme une période particulièrement difficile sur le plan économique et social et personnel, certes, elle est difficile. Et c'est pas moi qui vais dire le contraire. Je dis ça parce que j'ai écrit par ailleurs que c'était une période difficile, mais en même temps, on voit bien que des périodes dont je parle étaient tout aussi difficiles, en espérant que la nôtre ne débouche pas, dans 4 ans, sur un conflit armé. Et alors on en voit certaines prémices, pas si loin d'ici, parce que la Syrie, le Liban, c'est pas si loin d'ici. Et la Tunisie, l'Égypte, tout ça pourrait avoir des répercussions sur la paix du monde. Donc, vous voyez, ça ne change pas d'une certaine façon. C'est une permanence. Les situations sont difficiles. Alors, dans cette confrontation entre l'idéalisé et puis le réel, entre l'idéal et le possible, il y a la question aussi de l'autonomisation, d'être autonome. Et un des enjeux, c'est de devenir autonome sans basculer dans la solitude. Ça, c'est un vrai enjeu au moment de la vie étudiante. Pourquoi devenir autonome? Souvent, parce que les étudiants sont, j'allais dire, presque forcés à être autonomes. Moi, quand j'ai fait mes études, je vous ai dit, j'étais dans cette ville, mais je venais d'une ville à 200 km d'ici, pour ceux qui connaissent un peu la région Rhône-Alpes, qui s'appelle Thonon-les-Bains, je suis donc un Haut-Savoyard de naissance. Eh bien, quand on faisait nos études, on était obligé de quitter non seulement sa famille, mais sa ville, ses habitudes, les habitudes sociales, les liens qu'on avait pu tisser jusqu'au bac. Et là, on rentrait, on arrivait dans une ville nouvelle, inconnue presque. Et évidemment, c'était à la fois être autonome, et ça pouvait avoir un côté positif, mais il pouvait y avoir aussi un grand sentiment de solitude. Et donc, la question de tisser les liens, ça a été dit par le représentant étudiant, et je ne peux que confirmer cela, de tout temps, c'était une des questions premières dans la vie étudiante. Et dans cette confrontation, encore une fois, entre l'idéal et le possible, je crois que l'un des enjeux, c'est qu'on considère bien la période étudiante comme un passage. Et qu'on ne s'enferme pas dans ce que j'appelle un entre-deux. C'est-à-dire qu'on soit en capacité de projeter sur après. Alors je suis convaincu que certains étudiants s'enferment dans cet entre-deux qu'ils vivent à ce moment-là, où ils ne peuvent pas finalement trouver les capacités de répondre à tous les défis qui se posent à eux, et être dans l'entre-deux sur le plan social, c'est-à-dire ne pas avoir pu tisser des liens, être dans l'entre-deux aussi sur le plan psychique. Sur le plan psychique, être dans l'entre-deux, c'est ne pas pouvoir se projeter sur demain, et donc c'est se renfermer, non seulement dans la solitude, mais dans la perte d'estime de soi, puisque de toute façon, il n'y a rien à attendre, il suffit d'attendre qui vient, mais il n'y a qu'à attendre, c'est-à-dire finalement se résigner à ne pas avoir d'avenir. Donc la question de l'avenir est effectivement une question centrale au moment de la vie étudiante, et c'est pour ça qu'il faut vraiment l'approcher comme un passage et non pas comme un état en soi, même si évidemment il a une réalité en soi.
Et de ce point de vue, et je vais peut-être le mentionner, et vous voyez, je n'avais pas prévu de le dire, mais ça me vient comme ça en vous parlant, de ce point de vue, la fin des rites qu'il y avait dans la vie étudiante, alors qu'on a dénoncé parce que c'était du bizutage, je peux vous dire, dans la faculté de médecine où vous vous trouvez, il y a 50 ans, 60 ans, le bizutage des carabins, vous imaginez ce que ça pouvait être, et je ne recommande pas qu'on retrouve cela, mais il y avait quand même dans les rites l'idée que, justement, on passait une étape, hein, qu'on devenait autre, et pas autre seulement socialement, mais autre pour soi, autre pour soi. Et ça aussi, c'est extrêmement important. Et ce qui est important, c'est que les autres, justement, notamment les parents, nous reconnaissent à leur tour comme différents. Nous ne sommes plus des enfants, nous sommes en train de devenir des adultes. Et donc ce marqueur social que j'évoquais en débutant mon propos, à savoir la reconnaissance de la majorité et la reconnaissance de l'action étudiante au sein des facultés, de ce point de vue-là, me paraît tout à fait importante, mais peut-être qu'il faudrait retrouver le sens des rites, le sens des symboles, dans une vie peut-être qui en manque aujourd'hui. Là, je vais terminer mon propos par trois idées, si vous voulez, un peu schématiques, qui vont compléter ce que je viens d'aborder maintenant. La première idée, c'est que tous les étudiants ne mènent pas la même vie. Tous les étudiants ne mènent pas la même vie. Et il faut faire attention, justement, à ces façons de globaliser, sous le terme étudiant, des gens qui, certes, ont des parts de leur vie commune, ne serait-ce que leur âge. Hein, encore qu'on peut être étudiant, je peux être encore étudiant, j'étudie encore, rassurez-vous. Donc finalement, il n'y a pas d'âge pour l'étude. Enfin, statistiquement, c'est plutôt dans vos âges à vous combien qu'on est étudiant. Donc, mais il n'y a pas que seulement... il y a la question de l'âge, évidemment, il y a la question des concours, des examens qu'il faut passer, il y a la question de l'avenir, mais dans la réalité de la vie quotidienne, je crois qu'il faut parler d'étudiants au pluriel et non pas au singulier. Ce qui veut dire que peut-être la demande sera plurielle et pas singulière. Même, encore une fois, si elle peut avoir des aspects globaux. Et ça me permet de revenir sur ce qui a été dit par monsieur le directeur du Crous, dont par ailleurs j'ai apprécié le propos. Et alors, je vous ai dit que j'ai été président de l'Association générale des étudiants de Lyon. Eh bien, j'avais quand même un mandat à l'époque. À l'époque, j'avais quand même un mandat comme représentant des étudiants. C'était justement au Crous. Parce que dès la création, le Crous était paritaire. C'était la seule instance, je crois, de l'université qui était paritaire où les étudiants avaient leur mot à dire. Encore que ce fût un mot très relatif. Comme par exemple, je vous ai parlé de 68, mais avant 68, une des questions qui avait fait conflit dans le monde universitaire, c'était celle de la vie en cité étudiante. Et il y avait des interdictions extrêmement fortes à l'époque. Par exemple, quand on était un étudiant garçon, on ne pouvait pas pénétrer, mais quand je dis pénétrer, ce n'était pas dans la chambre d'une étudiante, c'était pénétrer dans le hall de la cité universitaire qui était exclusivement féminine. Si je vous dis ça, c'est que peut-être, là, vous devez vous dire, mais de quoi il nous parle? Non, enfin, évidemment, 60 ans, ça fait vieux pour vous, mais je vous rassure, ça passe très vite. C'est pas si vieux que ça. Alors, vous avez dit, monsieur le directeur, vous avez parlé d'étudiants qui étaient fragiles parce que, je reprends vos propos, ils étaient boursiers, ils venaient de pays étrangers, enfin vous avez cité tout cela. Et c'est pas, pour vous reprendre, parce que je ne vais pas avoir un débat avec vous sur le fond, mais simplement parce que ça rejaillit sur d'autres débats. Je crois que ce qu'il faut dire, de façon plus précise, ce n'est pas des personnes fragiles, mais fragilisées. Fragilisées. Et cette question entre fragile et fragilisé est une question qu'on rencontre pas seulement
dans le monde étudiant, mais qu'on rencontre aussi dans le monde du travail, et ceux qui connaissent le monde du travail. Vous savez très bien que quand, par exemple, un salarié, un travailleur rencontre des difficultés à son travail, soit on peut lui dire « Ah, mais c'est pas surprenant parce que vous êtes fragile, donc, vous voyez, vous manquez de compétences, etc. Donc c'est vous, c'est à cause de vous. Alors soit vous vous adaptez, soit vous partez. Ou bien alors, c'est de dire ils sont fragilisés. C'est-à-dire qu'ils sont confrontés à des règles nouvelles, à des valeurs qui n'étaient pas les leurs, à des façons d'être avec leurs collègues, etc. Et je dis là pour les salariés, mais c'est vrai aussi peut-être pour le monde étudiant. Alors, vous avez compris, monsieur le directeur, c'est pas du tout pour vous reprendre que je dis ça, mais c'est parce que ça me paraît, dans le débat d'aujourd'hui, dans le débat social et sociétal d'aujourd'hui, de bien faire la différence entre personnes fragiles et personnes fragilisées. Et dites-vous bien que la plupart de ceux qu'on dit fragiles, ce sont des gens fragilisés. Ce sont des gens fragilisés. Certes, il y a des gens fragiles. Il y a même des fragiles fragilisés. Oui. Alors ceux-là, évidemment, c'est ceux qui sont le plus en besoin d'aide, hein, les fragiles fragilisés. Et puis, il y a des moments, et ça aussi, il faut le savoir, il y a des moments où on est fragile, soi-même, alors qu'on ne l'a pas été avant. En tout cas, où on se sent fragile, mais pas simplement fragilisé. Donc, vous voyez que tout ça est important à rappeler, parce que ça nous permet effectivement d'aborder les réponses, à la fois au niveau, et là je rejoins le débat de tout à l'heure, à la fois au niveau individuel, des capacités individuelles, de ce qu'on appelle le socle narcissique, l'éducation, l'affection parentale, l'affection des autres adultes, et puis les réponses sociales, et notamment les réponses dans la vie étudiante, le lien social, le lien avec les camarades d'études. J'ai dit camarades, vous voyez, ça aussi c'est peut-être un mot que vous employez plus, je ne sais pas, enfin à mon époque, on était tous des camarades. La deuxième idée, c'est que l'estime de soi, puisque c'est, enfin, vous avez fait sur la confiance en soi, mais moi je veux surtout insister sur l'estime de soi, pour bien rappeler que c'est non seulement utile, mais c'est nécessaire, l'estime de soi. C'est nécessaire à notre propre existence. Et que lorsqu'on perd l'estime de soi, souvent on peut être en chemin vers la perte de sa propre vie. C'est un des signes premiers de ce qu'on appelle la dépression. Et convainquez autour de vous que ceux qui ressentiraient ce manque d'estime d'eux-mêmes, ça ne veut pas dire qu'ils sont malades, ça ne veut pas dire qu'ils sont encore moins fous ou psychiatriquement atteints, mais simplement dire qu'ils traversent une période où il faut absolument qu'ils récupèrent leur estime d'eux, et que c'est possible. On l'a dit tout à l'heure, tout ne se joue pas dans l'enfance, même s'il y a des choses qui se jouent dans l'enfance, mais c'est en permanence que ça se joue. Et c'est en permanence qu'on peut retrouver l'estime de soi, mais c'est très important à faire passer comme message, notamment dans la vie étudiante, notamment dans la jeunesse, où justement, on a tellement de raisons de ne pas s'estimer parce qu'on a échoué ceci, ou parce qu'on n'est pas aussi grand que son voisin, ou parce qu'on ne fait pas vraiment les études qu'on aurait voulu faire. Bref, je vais vite, mais l'estime de soi, encore une fois, c'est pas quelque chose d'égoïste, c'est pas quelque chose de presque monstrueux, c'est nécessaire à sa propre existence. C'est une dimension de sa propre existence. Et puis, troisième idée, et c'est la dernière, j'étais un peu long, c'est que quand on est dans ces situations de détresse, de perte d'estime, voire même de dépression, l'important c'est de pouvoir trouver de l'aide et du soutien. Mais ça, pour trouver de l'aide et du soutien, il y a deux conditions pour cela. D'abord, c'est que ce lieu, cette aide, elle existe et qu'on la connaisse, qu'on la repère, Et je dis cela parce que ça rejoint ce que il a été dit en commençant cette matinée, à savoir qu'il faut qu'il y ait des lieux, justement, où les étudiants, des lieux familiers, où on aille facilement,
qu'il n'y ait pas des lieux barrières, hein, et qui soient connus. Et je dis ça sans aucune critique par rapport à la médecine préventive universitaire, mais non, mais puisque à mon époque, elle existait aussi, la médecine préventive universitaire, l'une des questions posées à la médecine préventive universitaire, c'est d'abord d'être connue et d'être repérée par les étudiants, et que les étudiants sachent à quoi ils servent, comme à quoi servent les psychologues, etc. Vous l'avez parfaitement dit, et je crois que c'est très important, votre étude que vous avez donnée. Donc voilà, il faut que le lieu existe, ou que des lieux existent. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il est urgent de reconstituer, non pas à l'équivalent, mais de façon assez voisine, un centre de santé pour les étudiants. C'est très important. Je dirais même des centres de santé étudiants, puisque maintenant il y a plus de 100 000 étudiants à Lyon, ou même 100, je ne sais plus combien, ou bien plus, alors qu'à l'époque dont je vous parlais, il y en avait moins de 40 000, donc vous voyez, il faudrait au moins plusieurs centres de santé. Donc je plaide à mon tour pour qu'il y ait constitution d'un nouveau centre de santé des étudiants, adapté évidemment au mode de vie d'aujourd'hui. Et puis enfin, c'est la dernière idée, c'est que pour avoir accès à ce lieu, il faut aussi faire la démarche, se reconnaître en manque, se reconnaître en difficulté, se reconnaître en détresse. Et c'est pas surprenant d'ailleurs qu'il y ait une différence entre garçons et filles. Parce que c'est vrai qu'un garçon a plus de mal, alors je ne vais pas dire pourquoi là, et surtout que ça me mettrait peut-être en cause, donc pourquoi c'est plus difficile pour un garçon. Mais bref, de toute façon c'est difficile pour tout le monde, hein, de dire je ne vais pas bien. Et donc être disponible à la difficulté des autres, et surtout les convaincre que ce n'est pas honteux, que ce n'est pas faire preuve de faiblesse, que d'avoir un moment de difficulté, de désarroi ou de perte d'estime de soi. Ça n'a rien à voir avec la capacité, avec la force, avec la brillance, etc. C'est dans son vécu intérieur, et qu'à ce moment-là, il y a à retrouver le lien avec l'autre, parce que étudiant ou pas étudiant, quand on vit, c'est avec les autres. Merci. Bien, merci pour cette présentation qui fait vraiment le lien avec les présentations précédentes, mais ouvre aussi d'autres perspectives. Vous avez souligné beaucoup de choses. Je retiens notamment, je ne vais pas évidemment reprendre tout ce que vous avez dit, la question de l'absence ou de la disparition d'un certain nombre de rites de passage, enfin en tout cas de rites qui, dans la vie étudiante, permettait aussi de signifier ce moment comme un rite de passage. Je crois qu'il y a une tentative, je ne sais pas si c'est une bonne, mais il y a une tentative maintenant, en tout cas dans mon université, Lyon 2, de remettre en route un certain nombre de moments de distribution ou d'attribution plutôt du diplôme pour les licences, la troisième année. Enfin, je vois que l'étudiant de mon université acquiesce. Alors, c'est quelque chose d'assez nouveau, enfin, qui est remis en route. C'est pour redonner un peu plus de sens à cet accès au diplôme. Peut-être que ça peut tenter de répondre. Après, je ne sais pas si ça fonctionne. Peut-être que les étudiants pourraient mieux que moi en dire quelque chose. Vous avez aussi évidemment parlé de ce passage qui peut être aussi un passage vers la solitude, qui rejoint beaucoup de questions qui ont déjà été abordées ce matin et qui les confortent malheureusement. Et je voulais juste rebondir, si je puis dire, sur cette question de trouver de l'aide et du soutien qui fait lien avec la présentation précédente. Et je me demandais quand même si, parce que les étudiants sont censés avoir les informations et pourtant, soit on s'aperçoit qu'ils ne les ont pas totalement, soit ils n'utilisent pas, et notamment la médecine préventive, par exemple, alors que certains en auraient besoin. Je m'étais aperçue dans l'étude que nous avions faite sur les conditions de vie des étudiants qu'un certain nombre d'étudiants disaient qu'ils avaient des difficultés, y compris vraiment très concrètes. Certains ne mangeaient pas tous les jours ou à tous les repas. C'était quand même, ça allait loin. Ils étaient relativement nombreux, beaucoup trop nombreux,
à mon sens. Et quand on leur expliquait qu'il y avait des possibilités d'avoir des aides en allant voir une assistante sociale, en allant voir donc, les dispositifs du Crous avaient proposé des choses, eh bien, ils nous disaient, ce qu'on peut s'attendre, c'est-à-dire un certain nombre d'entre eux nous disaient, écoutez, oui, mais on ne veut pas y aller parce qu'on va se faire opérer, on a honte. Et je crois qu'il ne faut pas oublier cet aspect-là aussi, c'est-à-dire on retrouve la même chose, ou la même idée un peu, par rapport à la démarche concernant des difficultés d'ordre psychologique ou des troubles psychiatriques. C'est pas évident de faire cette démarche-là. Alors je me demandais, on avait tenté de faire ça à Lyon 2, mais ça n'a pas eu de suite, bon, pour l'instant. En tout cas, c'était, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place non pas des SAS, mais des intermédiaires qui passent notamment par d'autres étudiants. C'est peut-être plus facile pour un étudiant d'aller raconter ses difficultés ou parler de ses difficultés avec un autre étudiant avant de faire la démarche d'aller voir un professionnel qui peut lui paraître un petit peu stigmatisant. Enfin voilà. Mais peut-être des questions à la salle ? Bonjour, donc c'est plus une question, une intervention qu'une question. Donc moi je suis étudiante en Crous Lyon Saint-Étienne pour la liste vos associés étudiants. Et pourquoi je fais cette précision? C'est parce qu'avec toute l'humilité, je pense, d'une étudiante qui parle à de nombreux professionnels aujourd'hui, j'ai l'impression, je dirais même que je suis convaincue, qu'en fait la solution, c'est les associations étudiantes. Pourquoi je dis ça? C'est parce que déjà il y a le terme association qui regroupe beaucoup d'étudiants. Il y a la notion de se retrouver, il y a la lutte contre l'isolement. Il y a aussi l'idée de réseau et de lien humain. Il y a les actions, il y a notamment Crous aussi qui est les associations étudiantes avec le Culture Action, qui dit bien qu'on peut faire beaucoup de choses. Même vous, monsieur, vous appartenez aussi à une époque qui parlait des sénatoriums étudiants. C'était les étudiants regroupés ensemble qui avaient mené des lieux pour la santé étudiante. Donc c'était vraiment encore une fois issu des associations. Il y a la notion de fierté, parce qu'on organise des événements qui ne sont pas qui sont pas toujours faciles de faire tout seul. Il y a l'aide des autres, il y a aussi les pairs, il y a l'aide, il y a le soutien, il y a un vecteur d'information qui permet directement de parler aux étudiants. Vous avez besoin d'un relais, vous avez les associations étudiantes. Il y a la pensée positive, parce qu'on sait que réunis à plusieurs, on peut d'autant plus tout faire ou au moins essayer. Et ça tient compte aussi de toutes les spécificités des étudiants, de leurs filières et autres. Il y a le folklore, il y a aussi quelques rites qui sont encore dans les associations étudiantes. Donc moi, ma question, c'est qu'en fait, vous ne pensez pas que la solution, vous l'avez déjà avec les associations étudiantes? Je peux essayer de dire quelque chose que c'est... Oui, on essaye de l'avoir et on travaille, par exemple, nous, à la médecine préventive de Lyon, on essaye de travailler avec les associations étudiants, voilà, pour différentes actions. J'ai démarché personnellement, parce que je viens des fois à Rockefeller, etc., directement auprès des bureaux de toutes les associations étudiants, en leur donnant des infos, des choses comme ça sur les actions qu'on menait. On a organisé ensemble, par exemple, des ciné-débats, des choses comme ça. Et c'est vrai que malgré la communication que font les associations étudiantes, on a quand même sur 35 000 étudiants. L'année dernière, fait un ciné-débat d'information qui était plutôt, c'était plutôt sympa. Enfin, je veux dire, un film, etc., voilà, sur la vie psychique en général des personnes, sur la dépression ou des choses comme ça. On a eu 15 personnes qui sont venues. C'est-à-dire que les associations doivent se bouger, il y a un moment donné où il y a quelque chose aussi qui ne passe pas, et c'est vrai qu'on n'a pas toutes les solutions, et on essaye de travailler, mais ça ne suffit pas non plus. Même les associations étudiantes se retrouvent avec des espèces d'impasses alors qu'ils ont tout fait pour que les gens viennent, et que ça ne répond pas malgré l'ampleur de la communication faite là-dessus. Donc, bien sûr, c'est une solution, mais je pense que les représentations sociales liées le vécu de honte, lié voilà, au fait d'être peut-être de se sentir insuffisant au plan à la fois social, au plan de son autonomie sociale et au plan de son autonomie psychique. C'est quand même aussi des valeurs sur lesquelles on doit pouvoir continuer à travailler. Moi je pense que ça vient, que la solution, il y a les associations étudiantes, mais je dis souvent, parce que j'interviens aussi au monde du travail, je dirais qu'on est tous responsables individuellement, c'est-à-dire que c'est nous partout, tout le monde, pas seulement les bureaux étudiants et des associations étudiantes, mais dans tous les amphis, à tous les niveaux, que tout le monde est responsable de son voisin. Vous voyez ce que je veux dire? Ça commence par ça. C'est-à-dire qu'on est dans une société où on a des réseaux partout, tout le monde communique, c'est vrai, mais
je ne sais pas là si effectivement quelque chose qui, à l'époque où les gens rentraient chez eux, ils n'avaient rien, ni télé, ni quoi que ce soit, mais quelque part, du coup, le lien social était peut-être plus, et tout le monde, et le voisin faisait plus attention peut-être à son voisin, vous voyez. Donc c'est des choses comme ça qu'il faut qu'on perde pas en route, quoi. Et qui est la responsabilité de tous, et pas seulement des institutions nommées ou élues ou je ne sais pas. Et donc peut-être qu'on pourrait dire aussi que valoriser aussi l'engagement étudiant et l'engagement dans tout ce qui est association pourrait permettre personnellement, et peut-être à terme, c'est un petit, on va faire un rapprochement très rapide, dire que si on s'engage pour les autres, si on s'engage en étant étudiant, on a une chance de réussir plus facilement. Ce que vous dites et la réponse qui a été abordée, ça m'interroge sur la place des structures, ce qu'on appelle les structures ou les instances intermédiaires et représentatives dans la vie aujourd'hui, dans nos vies quotidiennes. On va toujours ramener à la période où j'étais étudiant, pendant laquelle j'étais étudiant, mais à l'époque, les grands syndicats, les grandes associations, les associations de parents d'élèves, etc., ça structurait quand même la vie, et plus qu'aujourd'hui, je crois, et ça structurait aussi le débat public. Et on savait ce que pensait l'UNEF, par exemple, puisque moi j'étais l'UNEF à l'époque, ce que pensait tel syndicat, enfin, on était attentif aussi à ce que disaient ces grandes instances nationales. Aujourd'hui, c'est moins vrai, et les gens tissent des réseaux qui sont différents, de nature différente. Et le problème, c'est de savoir quels sont ces réseaux, justement. Parce que je ne pense pas qu'il y ait disparition, comme ça, que dans une espèce d'individualisme, même si l'individualisme a beaucoup progressé dans les 40 dernières années. Mais en même temps, je pense que les gens, la preuve, c'est la réussite, par contre, d'Internet, et qui crée un lien, mais un lien tout à fait différent. Et est-ce que ce lien-là n'est pas en train de se substituer au lien d'avant, mais sans avoir les mêmes qualités, sans avoir la même prégnance? Ça, c'est aussi une interrogation. Alors moi, je ne l'ai pas, puisque je ne suis pas de la génération, mais je pense que c'est quand même quelque chose à questionner. Et puis enfin, la place des associations, je suis comme vous, puisque j'ai été associatif, je suis dans le monde associatif depuis que je suis étudiant, même avant. J'y crois beaucoup, mais en même temps, on voit aussi la difficulté particulière. Et il faut s'interroger, il faut que les associations elles-mêmes, je pense que vous le faites, mais elles s'interrogent sur leur modalité de fonctionnement, sur leur rapport au mandant, etc. C'est une question clé, mais à l'intérieur même des associations. Y a-t-il peut-être une dernière question? Parce qu'on est déjà un petit peu en retard. C'est parce que j'ai dit que c'était une dernière question? Ah, d'accord, très bien. Je peux peut-être le faire à l'oral, ça ira peut-être très bien. Juste une question, je suis étudiant, je suis vice-président étudiant de Grenoble 1, et juste une question d'étudiant à un monde de professionnels qui fait ça tous les jours. Est-ce que vous n'avez peut-être pas par rapport à l'accès aux informations, pourquoi les étudiants n'utilisent pas tout ce qu'on leur propose, c'était un peu la question que vous proposiez. Est-ce que c'est finalement pas, quand vous avez vos collègues qui sont avec vous dans votre travail, est-ce qu'ils savent tous les outils qu'on peut leur donner, que l'on peut leur donner accès? Enfin, la question qu'on pose aux étudiants peut aussi se poser à vous, et j'ai envie de dire, qu'est-ce qui fait que ça marche peut-être mieux pour les personnels que ça ne marche pour les étudiants? La question peut-être là, c'est peut-être juste cet élément qui a fait que les personnels arrivent à s'approprier, qu'il faut qu'on arrive à trouver pour les étudiants pour qu'ils... c'est ce petit côté-là qui, à mon avis, manque, et là, c'est plus votre expertise à vous, votre expérience, votre analyse qui peut arriver à nous dire à nous étudiants. Peut-être que si on appuie sur l'ensemble des personnes, des étudiants qui sont mobilisés, on arrivera à le déployer pour les étudiants. Je ne sais pas si j'arrive même pas à comprendre, mais il y a quelque chose qui se passe au niveau des personnels, qu'on est un peu plus impliqué dans son établissement, et il y a peut-être un déclic qu'il faut qu'on arrive à transposer chez les étudiants, et là vous aurez la réponse à votre besoin. Oui, je crois que vous avez tout à fait raison. Je crois qu'il y a à la fois une information peut-être à redonner ou à préciser auprès des personnels, enseignants et autres, parce qu'il n'y a pas que des enseignants à l'université, qui ont aussi un contact tout à fait intéressant et important avec les étudiants. Et effectivement, peut-être de manière à ce qu'ils puissent éventuellement faire le relais, c'est qu'on avait aussi envisagé de faire une sensibilisation
des personnels de l'université, en tout cas de la mienne, mais je pense que ça pourrait être valable tout à fait pour les autres, de manière à ce qu'il puisse y avoir aussi un relais, parce que parfois, je crois que tout à l'heure, lors de l'intervention, la première table ronde, il avait été question à un moment donné, le mot n'a pas été évoqué, mais on pourrait parler de tuteur, de quelqu'un qui soit un peu le relais, et ça peut être quelqu'un qui n'est pas du tout forcément l'enseignant, ou éventuellement pas l'étudiant d'à côté, parce qu'effectivement, dans l'étude que nous avions faite, il ressortait que beaucoup d'étudiants disaient, quand on leur avait posé la question de savoir si, en cas de difficulté, sur qui ils pourraient compter, on leur proposait un certain nombre d'items, et effectivement, famille, je ne sais plus si on avait utilisé le terme de camarade, en tout cas c'était peut-être les autres étudiants, je crois qu'on avait utilisé ça, d'autres personnels, etc. Et finalement, assez peu disaient qu'ils se sentaient dans la possibilité de pouvoir compter sur d'autres étudiants en cas de difficulté, ce qui est quand même... on peut trouver cela étonnant, parce qu'on a parfois l'impression que c'est d'une grande convivialité. Et donc du coup, y compris par rapport aux associations, ça me permet aussi peut-être juste de faire un petit retour là-dessus, je trouve que les associations sont extrêmement importantes, les associations étudiantes comme relais, comme animation, comme vie dans l'université, parce que ça rejoint d'ailleurs la question aussi du plaisir que vous évoquiez tout à l'heure, je crois que, mais il n'y a pas que le plaisir, évidemment, à travers les associations, mais parfois les étudiants qui ne font pas partie d'une association ont une vision un peu schématique, voire caricaturale, c'est-à-dire qu'il faut se dire, soit ce sont des associations de loisirs qui ne correspondent pas forcément toujours à des loisirs qui les intéressent, soit des associations politiques vis-à-vis desquelles ils peuvent avoir méfiance, avec à voir combien d'étudiants votent au moment des élections. Très peu, voire, et malgré les relances. Et c'est dommage. Donc du coup, effectivement, c'est important, c'est les associations. On a comme ça différents outils, différents lieux de sensibilisation. Il faut peut-être les remettre en route, les réanimer, si je puis dire. Alors, je finirai peut-être de mon côté par cette note que j'espère optimiste, mais voilà, je vais peut-être vous passer la parole, parce que je crois que la matinée s'est terminée. Merci en tout cas pour les intervenants et les questions. Ah, on me dit qu'on a encore un peu de temps pour les questions, alors c'est très bien, il y a peut-être très bien. Pour être dans la continuité de ce qui vient de se dire, moi je rappelle ce qui a été proposé ce matin, et je trouve quand même intéressant à rediscuter dans la journée, sur le fait d'avoir des représentants un peu responsables santé, je crois que vous l'avez dit, référents santé par promotion. Moi je trouve que, je ne sais pas, c'est à vous de discuter les étudiants, si c'est pertinent ou pas. Mais quoi qu'il en soit, quand nous on fait des actions, on a fait des actions pour les professionnels de Lyon 1, et là ils se mobilisent, les gens, ils viennent. C'est vrai qu'on met le paquet, on leur propose un petit sandwich, on fait entre midi et 2, et on leur propose d'animer ça avec un truc vidéo, tout ça, pour parler de comment faire de la prévention en santé, en vie psychique par rapport aux étudiants. Donc ils se mobilisent, ils viennent, ils sont très friands, ils savent du coup nous interpeller. Le lien passe, c'est vrai, quand on est très nombreux, il passe aussi par la représentation physique. C'est-à-dire quand on a rencontré les gens qui nous ont vus et que du coup un professeur et du coup les professionnels savent s'organiser, c'est-à-dire qu'ils délèguent les professeurs principaux par exemple, ou les responsables pédagogiques de chaque département pour venir à ce type de réunion, et du coup les autres en parlent, et le fait de pouvoir mettre un visage ou un nom, des choses comme ça, quand on fait un adressage, quand on oriente vers les professionnels de santé, c'est beaucoup plus facile d'orienter quand on connaît la personne. Vous savez, je l'ai vu, machin, etc. C'est beaucoup plus facile. Et donc de réhumaniser cette information, je pense que l'incarner, c'est ça le challenge. Et donc si on avait, c'est pour ça que je dis, si on avait des référents qui nous connaissent, etc., peut-être ça serait plus facile. En tout cas, moi je trouve que c'est une piste, et à vous de discuter, c'est aussi aux jeunes de savoir ce qui est pertinent, ou de tenter. On peut tenter des choses et dire que c'est pas pertinent. Et je voulais intervenir un instant parce que je suis interpellée quand vous dites que ça ne marche pas, que les étudiants n'y vont pas. Mais en même temps, quand j'ai cherché de l'aide à la LPU, on m'a dit que c'était complet, quoi, en gros. Juste dans l'exemple des psychologues, mais je sais que c'était déjà le cas avec les diététiciens aussi, tout ce qui est proposé là, c'est une ou deux rencontres ponctuelles. On ne peut pas avoir un vrai suivi parce qu'il y a trop de demandes. Donc, il y a de la demande étudiante, je ne vois pas où est le problème. Alors, alors je ne sais pas de quel LPU vous êtes, mais alors du coup, il y a
en principe, il ne peut pas y avoir de refus d'être vu à la médecine préventive, c'est-à-dire que c'est impossible. Alors en revanche, c'est un service de médecine préventive qui est très codifié, hein, et qui est donc de la médecine préventive. On n'a pas le droit, ça a été posé aussi effectivement, est-ce que ces médecines préventives, avec ce qui est codifié au niveau ministériel, c'est qu'on n'a pas le droit de suivre? Moi, en tant que psychiatre, je n'ai pas le droit de prescrire. Je veux dire, c'est très codifié nos actions. On fait de la médecine préventive, et c'est vrai qu'on s'applique à recevoir les gens et à trouver une solution s'il y a besoin de faire un soin psychothérapeutique, parce que, encore pour être dans le positif, énormément de jeunes, après 3, 4, 5 entretiens psychothérapeutiques, vont vraiment mieux. Enfin, je veux dire, ils ont des compétences qui font qu'ils vont vraiment mieux et qui n'ont pas besoin forcément d'entrer dans un soin durable, etc. Donc d'avoir un volet sanitaire repéré. Donc c'est vrai que, est-ce que l'idée d'un centre de santé, comme vous le dites, dédié aux étudiants, ça ne serait pas une très bonne idée? On a beaucoup travaillé, on a travaillé pendant 2 ans avec le docteur Lemoine, qui est à l'initiative de cette opération, sur la création d'une unité pour l'instant, d'une unité d'hospitalisation en clinique psy pour des études dédiées aux étudiants, et donc ça vient d'être amorcé, ça commence, avec l'idée derrière de faire un soin étude à Lyon qui n'existe pas, c'est-à-dire d'avoir un lieu vraiment dédié aux étudiants, etc. Et pourquoi pas un centre de santé de consultation où on puisse faire vraiment du soin, et pas seulement que de l'action préventive et de l'orientation, parce que pour l'instant on n'a pas le droit de faire notre rôle. Très bien. D'autres questions là-bas? Oui, bonjour. Je suis psychologue clinicienne et je rebondis sur deux. Alors, j'étais pas là toute la matinée, donc je vais peut-être répéter tout ça. Je rebondis sur la question de l'aptitude ou le souhait des étudiants d'accéder à du soutien. Et j'ai eu une expérience de nombreuses années à l'étranger. Et donc, je me dis que c'est quand même largement le reflet de la société française en général. Ce que je compare avec les étudiants étrangers, que je m'efforce d'accompagner quand ils me trouvent. Et donc, j'arrive sur le deuxième point, la question d'incarner, de rencontre, donc en lien avec l'association Aptitude. On essaie de réfléchir à savoir comment disposer d'un réseau de professionnels de la santé mentale dans la langue maternelle, avec des professionnels qui exercent à Lyon ou dans la région, pour pouvoir apporter un accompagnement à des gens qui sont certainement pas fragiles dans la mesure où ils ont pris cette décision de partir à l'étranger et peut-être fragilisés effectivement par l'expérience, mais qui, eux, dans leur culture, sont demandeurs de soutien. Donc voilà, je me pose la question de savoir comment on peut accompagner ces étudiants étrangers. Donc il me semble qu'il y en a une grosse partie sur Lyon, tout lieu d'études et d'apprentissage de jeunes adultes réunis. Oui, alors sur la question du réseau de professionnels en santé mentale dédiés aux étudiants, je trouve que c'est une très bonne question puisqu'on essaie de se réunir entre différentes médecines préventives, etc. C'est vrai que pour l'instant, nous, on n'a pas été confrontés, donc on ne s'est pas posé cette question, même si tu pourras peut-être mieux répondre, sur le fait d'avoir en plus des réseaux sous-spécialisés pour des thématiques, enfin en tout cas en ce qui concerne la langue, hein, voilà. Donc c'est vrai que nous, on n'a pas objectivé en tout cas cette difficulté. Probablement parce que peut-être pour faire des études, il faut déjà parler quand même, accéder au français, donc je ne sais pas si c'est pour ça. Enfin, en tout cas, nous, on ne l'a pas vu. Donc l'idée de réseau, hein, nous c'est ce qu'on construit. On a tout un système de réseau avec lesquels on travaille pour faire des orientations, on essaye d'avoir un suivi. Quant à la langue, voilà, nous, on n'a pas été confrontés du tout à ça. Sans doute parce qu'il y a cette barrière. Oui, on peut penser ça. Oui, ou peut-être parce que s'ils font leurs études, normalement ils parlent français. Normalement, je crois que pour accéder ici, un niveau en français. Je pense que c'est le débat de savoir si on peut faire des études en français et la question de la langue maternelle.
pour la thérapie. Oui, parce que bon, on reçoit des étudiants étrangers, on n'a pas de difficulté par rapport à la langue. D'accord. On reçoit beaucoup d'étrangers. Donc quand vous dites que vous n'avez pas eu cette demande, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de problème, en tout cas de barrière de langue. Nous, on n'a pas vu ça du tout. Alors qu'on voit beaucoup d'étrangers. d'accord, donc vous voyez les étrangers. Oui, bien sûr, beaucoup. D'accord, ok. Je pensais, j'avais compris que vous n'en voyez pas. Non, non, on n'a pas eu ce problème-là de barrière de langue, mais on voit beaucoup d'étrangers. D'accord. Bonjour, je me permets de rebondir parce que donc, je suis psychologue et j'ai une deuxième casquette où je travaille avec les étudiants internationaux qui sont à Lyon 2. Du coup, c'est un public que je connais bien. C'est un public qui parfois est en difficulté aussi. Donc en effet, on a cette question de l'orientation. Une piste qui peut peut-être servir pour le coup à ma collègue. On a la difficulté de la langue quand c'est un travail vraiment psychologique et qu'un soutien psy qui est nécessaire. C'est plus facile dans la langue maternelle. Et du coup, nous, notre façon de travailler, c'est de contacter les ambassades qui, eux, souvent, ont un carnet d'adresses de professionnels parlant la langue maternelle. Donc, c'est pas des interprètes, non, vraiment des professionnels dans la langue, pour le coup. Donc, ça peut être intéressant, c'est un autre biais, mais voilà, ça permet d'apporter une réponse. Les ambassades ont d'ailleurs des correspondants de tous les domaines médicaux, donc toutes les langues, pas uniquement. Plus haut, donc on disait que les ambassades avaient des correspondants sanitaires dans toutes les spécialités. Moi, je travaille en plusieurs langues, donc je connais tout ce réseau, effectivement, et je connais les professionnels sur Lyon qui parlent aussi d'autres langues et qui ne sont pas forcément enregistrés dans les ambassades, parce que l'enregistrement des ambassades est régi par les critères de reconnaissance de diplôme avec des équivalences qui peuvent parfois être... Bon, c'est plus précis, mais effectivement, j'ai connaissance de ça. Merci. Bien, merci pour ces différentes interventions, ce débat qui était tout à fait constructif, et je crois que c'est la fin de la matinée cette fois-ci. Je vous passe la parole.